Lundi 4 avril 2022, ravi de vous retrouver en cette nouvelle semaine de l'information. Voici les titres. Présentation de la feuille de route de la transition devant les membres de l'ALT par le Premier ministre burkinabé Albert Ouedraogo ce 4 avril 2022. Entre autres, le gouvernement entend donc procéder au renforcement de l'action militaire sur le terrain, à l'amélioration de la collaboration entre FDS et VDP, ainsi que la diversification des partenaires et l'équipement des FDS. Une occasion saisie par le chef du gouvernement de retracer les différents axes de sa mission à travers 4 axes spécifiques sur lesquels nous reviendrons dans quelques instants. Première session du conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2022. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du projet de rapport d'activité de l'année 2021, du rapport d'évaluation de la performance des structures du ministère en charge des affaires étrangères et du programme d'activité de l'année 2022. Hors de chez nous à présent, les deux hommes forts du Soudan du Sud s'engagent sur une disposition clé de l'accord de paix de 2018. Ces derniers sont disposés à former un commandement unifié des forces armées. Les détails en fin d'édition. Voilà pour les titres de ce 4 avril. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nommé le 3 mars dernier par le président du Faso, le Premier ministre Albert Ouedraogo, en conformité avec l'article 18 de la Charte de la transition, a présenté ce 4 avril 2022 la feuille de route de la transition face aux députés de l'ALT. Une occasion saisie par le chef du gouvernement pour retracer les sillons de sa mission à travers 4 axes spécifiques. Serge Kaboré pour le reportage. De la question sécuritaire à celle humanitaire, en passant par la gouvernance, la feuille de route de la transition est détaillée et expliquée ici devant les membres de l'Assemblée législative de transition par le chef du gouvernement Albert Ouedraogo. Après avoir fait le bilan de la situation actuelle du pays des hommes intègres, le chef du gouvernement a décliné les priorités de la transition qui se profilent à travers 4 objectifs stratégiques. Premièrement, de lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité du territoire. Deuxièmement, de répondre à la crise humanitaire. Troisièmement, refonder l'État et améliorer la gouvernance. Et enfin, donc, quatrièmement, œuvrer à la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Sur la question sécuritaire, le gouvernement entend procéder au renforcement de l'action militaire sur le terrain, améliorer la collaboration entre FDS et VDP, ainsi que la diversification des partenariats et l'équipement des FDS. En ce qui concerne la coopération militaire avec d'autres États, notamment, l'option est désormais de diversifier les partenariats afin d'optimiser les atouts spécifiques de chaque partenaire. En tout état de cause, ces partenariats seront fondés sur le respect de notre indépendance territoriale et la sincérité. Dans la logique de l'opérationnalisation de la politique de sécurité nationale et de ses instruments de mise en œuvre, nous avons engagé d'importants projets d'équipement qui vont permettre de renforcer les moyens matériels et logistiques des FDS, construire de nouvelles infrastructures de sécurité et apporter un appui au déploiement de l'administration publique. L'amélioration de la gouvernance de l'administration figure dans les priorités de la transition et sur la question, le gouvernement entend prendre les mesures suivantes. Premièrement, la suspension des recrutements sur mesure nouvelle en attendant une relecture des textes. Deuxièmement, la classification des fonctions techniques au sein de l'administration. Troisièmement, la promotion des compétences techniques et des valeurs morales dans le choix des directeurs généraux des entreprises et établissements publics de l'État. Quatrièmement, l'adoption de plans de carrière au sein de l'administration publique. Et enfin, cinquièmement, la stabilisation du nombre et de la nomenclature des ministères.
Quant au chantier de la réconciliation, le Premier ministre promet œuvrer à l'accélération du traitement des dossiers pendants en justice et poursuivre le processus de réconciliation nationale. Autant de priorités pour lesquelles Albert Ouédraogo entend faire face tout en maintenant une politique budgétaire soutenable qui préservera la viabilité des finances publiques. 4 heures, c'est le temps qu'aura duré la présentation de la feuille de route de la transition par le Premier ministre Albert Ouédraogo. C'était face aux 71 députés de l'Assemblée législative de la transition que le Premier ministre a décliné les grands axes de son chantier. À l'issue de la présentation, des députés se sont exprimés. Écoutons-les au micro de Serge Caboret. Dans cette feuille de route, le Premier ministre a présenté les priorités du gouvernement de transition qui sont au nombre de 4, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme, la résolution de la crise humanitaire liée à la crise sécuritaire, la refondation de l'État qui va impliquer des réformes constitutionnelles et institutionnelles, et puis j'ai noté aussi la dépolitisation de l'administration. Donc je pense que ce sont des chantiers importants pour notre nation, ce sont des actions qu'on doit encourager. Et évidemment, dans notre posture de député, nous sommes là pour surveiller que ces chantiers soient exécutés à l'intérêt supérieur de la nation burkinabé, puisque notre fonction, notre rôle est de contrôler l'action du gouvernement. Nous attendons souvent des mesures poignantes. Quoi que nous disions, la question sécuritaire que nous vivons aujourd'hui est partie de l'échec de notre système politique. Nous aurions aimé avoir des mesures énergiques qui puissent réglementer tout cela et pouvoir rectifier pour que même après cela, nous ne revivions plus jamais cette situation faite de coups d'État et d'insurrection. Donc nous aurions bien aimé qu'il y ait des actions énergiques prises pour la refondation vraiment de notre système politique. Satisfait, on ne peut pas dire qu'on n'est pas satisfait, mais pour le moment c'est des annonces, on veut des choses concrètes, quoi. Voilà. Et nous pensons que dans les jours à venir, il faut des actions concrètes. C'est ça que le peuple burkinabé attend, mais pas des annonces. Les annonces là, on l'a déjà entendu, voilà, pendant presque 6 ans. Voilà. Nous voulons des actions concrètes. Et nous pensons que dans les jours à venir, il faut qu'il pose des actions concrètes. Sans quoi, si c'est les annonces là, on l'a déjà entendu. Ce que nous n'avons pas pu, le Premier ministre n'a pas pu faire ressortir là-bas, c'est l'histoire de Covid-19 qui a impacté à beaucoup d'agences de voyage. Parmi ces agences de voyage, il y a des agences qui font l'organisation de Hajj et Umrah. Et si on ne parle pas de ça, ce n'est pas du tout intéressant. Je vous le disais en titre, le ministère en charge des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a tenu ce lundi 4 avril sa première session du conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2022. Objectif visé, examiner et adopter le projet de rapport d'activité de l'année 2021, le rapport d'évaluation de la performance des structures du ministère et le programme d'activité de l'année 2022. Une session placée sous le thème « Lutte contre l'insécurité dans le cadre de l'intégration sous-régionale ». Maxime Jean-Eudes Bampara avec la voix de Fatimata Nikema. À l'ordre du jour de cette première session du conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2022 du ministère en charge des Affaires étrangères, l'examen et l'adoption de 3 documents. Il s'agit notamment du projet de rapport d'activité de l'année 2021, du rapport d'évaluation de la performance des structures du dit ministère et du programme d'activité de l'année 2022. De la participation du Burkina Faso aux rencontres statutaires des organisations sous-régionales, régionales et internationales, à la contribution du pays à la promotion de l'intégration africaine, en passant par la poursuite des réformes pour un meilleur pilotage du ministère, Olivia Rwamba s'est réjouie des acquis engrangés en 2021, mais note des dysfonctionnements qui ont handicapé l'atteinte des objectifs assignés à son département. Notamment l'absence ou la faible utilisation des outils de pilotage que sont l'organigramme du ministère, les organigrammes des structures du ministère et la non-tenue régulière des cadres de concertation dans beaucoup de structures. Il s'agit également d'absence des lettres de mission pour les responsables de premier niveau, des contrats de performance et des fiches d'attente pour les agents.
Avec la suspension du Burkina Faso des instances sous-régionales, notamment la CEDEAO et l'UEMOA, le défi pour le ministre est de travailler à renforcer la coopération bilatérale avec les pays de la sous-région et restaurer la confiance avec les organisations sous-régionales. Le travail en priorité qui doit être fait, c'est de ce que le Burkina puisse regagner la grande famille sous-régionale au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, afin que les projets intégrants qui relèvent de cette union-là puissent vraiment revoir jour et continuer. Pour le programme de 2022, le ministre Olivier Wamba souhaite le voir réaliste et réalisable. Programme qui prendra en compte les priorités et orientations définies par le président du Faso, à savoir restaurer l'intégrité du territoire et refonder l'administration burkinabé. D'où le thème du CASEM, lutte contre l'insécurité dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Pour la mise en œuvre du programme d'activité 2022 du ministère, qui comprend 4 grands axes, la dotation budgétaire globale est estimée à un peu plus de 56 milliards de francs CFA. Les ressortissants de la commune de Marcoy, une localité située dans la province de Loudalan, ont animé une conférence de presse ce samedi 2 avril 2022 à Ouagadougou. À l'heure du jour, la situation sécuritaire dégradante dans la localité. Cette rencontre vise, avec les hommes des médias, vise pour les conférenciers à interpeller les autorités sur la situation et lancer par la même occasion une chaîne de solidarité au profit des populations qui y vivent. Sanata Serré nous fait le point. Les habitants de la commune de Marcoy souffrent le martyre depuis quelques années au regard des multiples attaques terroristes et enlèvements dans la dite localité. Une situation qui s'est vite dégradée selon les conférenciers durant ce premier trimestre de l'année 2022. Les terroristes qui sont désormais les maîtres des lieux se sont attribués le droit de vie ou de mort sur les populations et impossible de se déplacer librement d'un village à un autre, à en croire le porte-parole de la coalition des ressortissants de Marcoy. À cela s'ajoute le pillage de bétail et des biens matériels. D'où cet appel à des réponses urgentes et conséquentes dans cette localité, située à la lisière de la zone dite des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger. Le 12 mars dernier, un habitant de Dambam a été exécuté dans les champs. Le 16 mars, un élève de l'école primaire du dit village a été abattu et un autre grièvement blessé, tous deux de la classe de CP1. Le 23 mars, un élève en classe de 4e de Takabangou a été décapité. Le 25 mars, 2 habitants de Marcoy ont été enlevés entre Marcoy et Takabangou, dont nous sommes sans nouvelles jusqu'à nos jours. Face à ce sombre tableau qui fait planer le spectre de l'apocalypse sur ces populations qui ne cherchent qu'à vivre, nous ne saurons être indifférents. Nous avons cru, nous avons espéré des solutions urgentes de par nos multiples interpellations. Mais force est de constater que nos lamentations n'ont pas trouvé d'écho favorable jusqu'à nos jours. Cette situation aurait engendré, selon les ressortissants de la commune, le déplacement massif de la population, la fermeture de certains services sociaux de base et une crise alimentaire sans précédent. 28 sur 37 écoles sont fermées. 4 sur 5 CSBS sont également fermés dans la commune. Des milliers de déplacés internes. Selon le CONASUR, en février 2022, on note 9 862 déplacés internes dans la commune. Sans oublier les veuves et les orphelins. Les quelques greniers existants sont brûlés après être vidés du peu de l'air contenu par les ANI. La rupture de la chaîne d'approvisionnement de la commune. Actuellement, les ravitaillements en denrées de première nécessité sont quasiment impossibles. Des actions sont menées par les forces de défense et de sécurité selon les conférenciers, mais force est de constater la recrudescence des attaques terroristes. La coalition des ressortissants de la commune de Marcoy invite donc les autorités à équiper conséquemment les FDS et les VDP intervenant dans la zone. Au regard de la crise alimentaire qui se vit actuellement à Marcoy, les ressortissants de la dite commune ont procédé à la mise en place d'une chaîne de solidarité. Ils invitent l'ensemble des bonnes volontés à venir en aide à la population de Marcoy, fortement touchée par les attaques terroristes. Toujours ce 2 avril 2022 à Ouagadougou, le syndicat national des travailleurs a procédé à la cérémonie de clôture de son 8e congrès ordinaire. Durant 2 jours, les travailleurs agricoles ont mené des réflexions afin de renforcer leur capacité en productivité agricole. Retour sur cet élément de Assumpta Somé avec la voix de Fatimata Nikema.
Le secteur agricole, poumon de l'économie burkinabé, est en souffrance selon le Sinatrag. Ce 8e congrès a donc été l'occasion d'élever davantage le niveau de conscience politique et syndicale des travailleurs de l'agriculture pour une meilleure participation aux luttes. Après un retour sur les différents événements qui ont miné l'actualité burkinabé, le Sinatrag estime que la crise sécuritaire a joué un rôle dans la faible productivité agricole. Il a décrié l'absence de soutien véritable de l'État qui s'investit dans la culture du coton et autres produits d'exportation. Ces résultats ne nous étonnent pas. En fait, quand on est dans un pays où il n'y a pas véritablement de vision prospective, il n'y a pas de politique agricole, c'est comme on l'a dit dans la résolution, on est chaque fois en insécurité alimentaire. Donc c'est des situations qui nous surprennent guère. Mais nous, on pense que, en tout cas notre lecture de la chose, si on donne les moyens conséquents au secteur du ministère, les travailleurs de l'agriculture, en plus des producteurs, on peut vraiment produire conséquemment pour nourrir le peuple de Burkina. Le Sinatrag a également insisté sur l'accaparement des terres. Il accuse les anciens dirigeants d'être responsables du phénomène et ce, à travers l'adoption de lois non adaptées au contexte burkinabé. Le phénomène d'accaparement des terres, c'est fait à dessein. Vous savez comment ça a commencé. C'est les anciens dignitaires du pouvoir, en tout cas, qui ont commencé en adoptant des lois mal adaptées pour vraiment s'accaparer des terres des populations pour en faire une spéculation foncière. Effectivement, ça pose problème en ce sens. Et si des producteurs se voient retirer leurs terres, ça peut poser des problèmes dans l'avenir. Ce présent congrès a été l'occasion pour le Sinatrag de renouveler son bureau. En dépit des difficultés rencontrées, le nouveau secrétaire général du Sinatrag, Ulrich Ghislain Konaté, a noté des acquis engrangés, notamment sa participation aux activités organisées par les unions régionales de la CGT. Cependant, de grands défis restent à relever, dont celui de la formation de ses militants. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la foire Ramadan Market qui a eu lieu samedi dernier à Ouagadougou, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique a organisé une foire qui a débuté ce 31 mars et qui s'étendra jusqu'au 14 avril prochain. Plus d'une trentaine d'exposants sont donc attendus à cette foire. Les détails dans ce reportage de Béranger Zambelogo, Jessica Kaboré, avec la voix de Wen Lassida Kaboré. Voilà, Ramadan Market 6e édition au Seport. Cette coupure de ruban marque l'ouverture officielle de la 6e édition de la foire Ramadan Market, une foire commerciale initiée par le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI en cette période de jeunes musulmans. Pour le président du CERFI, cette foire vise à contribuer à une maîtrise des prix des produits prisés et que cela soit abordable et accessible à tous. La recherche du profit a tendance à prendre le pas sur la solidarité. Donc l'objectif c'est de travailler à offrir un espace où les prix sont contenus et afin donc de permettre donc aux consommateurs, aux musulmans de pouvoir avoir accès à des produits de qualité et à des prix abordables. Comme on sait, nous sommes en plein dans une crise sécuritaire qui a induit une crise humanitaire. Et il faut travailler à être plus solidaire à l'endroit donc de ces plus faibles. Donc cette 6e édition est placée sous les signes de la solidarité à l'endroit donc des victimes donc de la crise sécuritaire et humanitaire. El Hadj Zanga Seydou Sessouma, par ailleurs parrain de cette 6e édition de la foire Ramadan Market, dit réaffirmer sa disponibilité à toujours soutenir cette initiative. Un espace d'échanges commerciaux qui restera ouvert jusqu'au 14 avril prochain. Nous sommes interpellés pour apporter notre contribution à la maîtrise en tout cas des coûts. Et parce que vous savez que le nom de Liane est gâté depuis sa naissance. Nous, commerçants, on pense que nous sommes guidés seulement par le profit, alors que très souvent, nous discutons beaucoup de questions en bas pour que les produits soient à la portée, en tout cas, des consommateurs. Et aujourd'hui, c'est un plateau où nous sommes interpellés pour que les produits soient d'abord disponibles, mais aussi à des coûts abordables, tels que souhaités par les consommateurs. Donc nous nous engageons donc, pour que les produits que nous allons fournir ici, en tout cas, soient perçus avec cet esprit-là.
Selon les organisateurs, plus d'une trentaine d'exposants sont présents à cette 6e édition avec des produits variés composés entre autres de produits agroalimentaires et de céréales. Et c'est par cette visite guidée des stands par les officiels qu'a pris fin la cérémonie d'ouverture de la foire Ramadan Market. Les premiers responsables du petit séminaire de Tchonkui ont organisé le 19 mars dernier à Dédougou une soirée diocésaine au cours de laquelle la direction du dit petit séminaire a procédé à la dédicace de l'album du petit séminaire de Tchonkui et présenté les trophées scolarité. Occasion pour ces derniers de présenter le colloque sur les causes de béatification du premier chrétien à Voltaïque. Cette soirée diocésaine a connu la participation du corps professoral, des anciens séminaristes et bien d'autres personnalités. Reportage signé Sanata Serré. Étoile d'espérance, c'est le titre de l'album produit par les petits séminaristes de Tchonkui. C'est une œuvre musicale de 12 titres qui vise à contribuer à la pratique de la foi dans la communauté chrétienne. Cette soirée diocésaine du petit séminaire de Tchonkui, localité située à 5 km de Dédougou, était également consacrée à la présentation des coffrets scolarité contenant l'album Étoile d'espérance, 2 documentaires maison, un chapelet et une médaille bénie. Ces initiatives visent, selon le directeur du petit séminaire de Tchonkui, à assurer l'autoprise en charge du dit séminaire. Il s'est agi donc de la dédicace d'un album dont nous sommes du côté artistique et esthétique. Il s'est agi également de coffrets scolarité. Donc là, c'est une question stratégique, n'est-ce pas, pour en appeler à la charité, donc voilà, et à la solidarité. Le but, c'est de pérenniser une maison qui a énormément donné à ce peuple burkinabé, à cette nation burkinabé et à l'Église. Il faut que cette maison, cette structure ait encore du champ, voilà, et encore du champ, et encore du travail. Parce que quand vous regardez notre pays, il y a beaucoup à faire. Et l'enseignement, l'éducation, la formation, eh bien, c'est ce qui ne finit pas. Une soirée au cours de laquelle le petit séminaire de Tchonkui a également procédé à la présentation du colloque sur les causes de béatification du premier chrétien voltaïque, Alfred Diban Kizerbo. C'est vrai qu'il y a déjà en cause de béatification, au moins la cause de Alfred Diban. Je crois savoir qu'il y a aussi la cause d'Alexandre Toé, un camélien. Et probablement, d'autres causes pourront également être présentées en béatification. Car la béatification n'est pas réservée à certaines personnes. Et selon la qualité de vie, le témoignage que chacun a donné, on peut décider d'en faire un modèle. Le petit séminaire de Tchonkui a été créé en septembre 1961. C'est le premier établissement scolaire de la région de la Bourle du Mouhoun. Cette institution de la mission éducative des diocèses de Dédougou et de Nouna a joué un rôle crucial au service de l'Église et de la nation tout entière. Les premiers responsables appellent donc les bonnes volontés à soutenir ce petit séminaire en se procurant ce coffret scolarité dont le prix unitaire équivaut à la prise en charge scolaire d'un enfant. Hors de chinois présents, des centaines de personnes ont manifesté à Bamako ce 1er avril 2022 pour réclamer le retrait pur et simple du Mali de la CEDEAO et la création d'une monnaie nationale. Sur les pancartes, on pouvait également lire, entre autres, le peuple dit non à la CEDEAO, soutien à la transition. Une demande de retrait contraire à la politique d'intégration communautaire du Mali, répond le Premier ministre Choguel Maïga, à qui les manifestants ont remis leur déclaration. Compte rendu de notre correspondant au Mali, Bouraïma Soulou. Des centaines de personnes se sont réunies à la place de l'indépendance pour demander aux autorités de la transition d'engager les procédures de retrait du Mali de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ces deux organisations communautaires ouest-africaines sont accusées par ces manifestants d'être à la solde de la France. Ça fait combien de mois la CEDEAO nous a fermé la frontière? Quelque chose qui n'existe même pas dans les articles. Ils ont violé les articles, les accords, ils ont tout violé. Ce ne sont pas des frères à nous. Ce ne sont pas des frères à nous. Ce ne sont pas des Africains. Ce sont juste des valets de la France, de Macron, de ce Macron-là qui est en France, là, qui est là à diriger ces dirigeants de la CEDEAO. C'est pas la peine qu'on soit là-bas.
Ça ne sert à rien de rester dans la CEDEAO. Dans leur déclaration lue devant les centaines de manifestants, les organisateurs adressent leur doléance au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le doléance, Excellence, Monsieur le Président, sont les suivantes. Première doléance, l'arrêt immédiat des missions de la CEDEAO dans notre pays. Deuxième doléance, le retrait pur et simple du Mali de la CEDEAO. La création d'une monnaie nationale symbole de souveraineté. La fermeture, puis la nationalisation de toutes les entreprises de société françaises au Mali. Le renouvellement sous un contre-prétexte du mandat de la municipalité. Après la manifestation, une délégation a été désignée pour la remise de la déclaration au Premier ministre pour le président Assimi Goïta. En recevant la déclaration, le chef du gouvernement a rappelé que la doctrine du Mali est celle de l'intégration africaine. La République du Mali, dès sa naissance, s'est fixée comme vocation d'unir les Africains. Et c'est pour cela que nous disons que nous sommes l'un des rares pays, sinon le seul, qui a inscrit dans la Constitution, quels que soient les régimes politiques, que le Mali est prêt à abandonner tout ou partie de sa souveraineté pour construire l'unité africaine. Donc quand le Mali décide de quitter une organisation qui malheureusement, disons heureusement jusqu'à ces dernières années, est considérée comme la meilleure construction sous-régionale en Afrique, avant de quitter une telle organisation, il faut prendre toutes les précautions. Il ne faut pas aller en contradiction avec la doctrine politique du Mali depuis longtemps. À noter que la CEDEAO a maintenu les sanctions prises en tandem avec l'UEMOA, malgré l'avis de la Cour de justice de l'UEMOA qui demande la levée des sanctions contre le Mali. Au Soudan du Sud, les dirigeants rivaux ont signé dimanche dernier un accord sur une disposition militaire clé de l'accord de paix de 2018 après une médiation du Soudan voisin. Les deux parties ont accepté de former un commandement unifié des forces armées. Ce commandement unifié des forces armées a longtemps été l'un des nombreux problèmes cruciaux non résolus retardant la mise en œuvre du pacte de 2018 visant à mettre fin à 5 années de guerre civile. Suivons ce reportage. C'est une image qui redonne espoir au Sud-Soudanais. Salva Kiir avec son chapeau de cow-boy sur la tête et Riek Machar, les deux rivaux côte à côte et réunis pour la signature d'une disposition militaire cruciale pour la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à 5 ans de guerre civile. Les deux hommes ont accepté de former un commandement unifié des forces armées sud-soudanaises. Le plus important n'est pas seulement la signature, mais la mise en œuvre de ces articles. Nous devons mettre en œuvre ce que nous disons. Le peuple du Soudan du Sud s'attend à ce que nous le fassions. Le silence des armes est le plus important pour la paix. Nous ne pouvons pas continuer à nous battre alors que nous parlons de paix à Djouba. Et si nous parlons de paix, les armes doivent baisser à partir d'aujourd'hui. Le texte prévoit une répartition des postes de direction dans l'armée, la police et les forces de sécurité nationale. 60% pour le camp du président Salva Kiir et 40% pour celui de Riek Machar. Les nominations doivent avoir lieu dans quelques jours et les forces unifiées sont censées être opérationnelles d'ici 2 mois. L'accord prévoit également la cessation des hostilités, l'arrêt de la propagande qui attise les tensions et les deux camps s'engagent à cesser d'encourager les défections chez l'autre. Pour la sécurité nationale de la République du Soudan, qui est une extension de la prise en compte de la sécurité nationale soudanaise, cette proposition était intégrée et compatible et Dieu merci, elle a été convenue entre toutes les parties concernant l'ordre de répartition des commandes de leadership. Cette proposition a augmenté le temps pour que la matrice se mette en œuvre, ce qui a été convenu dans cette proposition. La guerre civile a fait près de 400 000 morts entre 2013 et 2018. L'accord de paix prévoit un partage du pouvoir avec Salva Kiir au poste de président et Riek Machar comme vice-président, mais il est resté largement inappliqué. Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu as 1000 autres raisons de sourire. Donne à chaque jour la chance de devenir le plus beau jour de ta vie. Voilà qui met fin à ce 20h. Merci de votre constante fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même canal pour de nouvelles informations.